Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à la BD jeunesse, si on peut dire, La Terreur sans nom. Donc ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, je retrouve mon fidèle partenaire Jean à Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous, comment on va? En forme? Ça va, ça va. On est dans du littérature Star Wars ces temps-ci à répétition. Justement, on va saluer notre partenaire, notre fidèle partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Donc, ceux que ce ne serait pas déjà le cas, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook, que vous soyez au Québec ou non, et à participer à la collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Donc, voilà, si tu te demandais un petit WhatsApp rapide, Jean? Oui, je suis encore en train de déménager. Tu m'entends bien là par contre niveau son? Oui, on t'entend très bien. C'est bon, ouais, j'avais un doute, c'est pour ça. Oui, niveau WhatsApp, continue la littérature, hein, toujours la littérature Star Wars. Je vais juste mentionner le fait qu'on a terminé donc, le manga Mandalorian ainsi que le graphic novel, la BD officielle en français du Mandalorian également. Mais tout ça, on en parlera dans notre émission sur le comics Mandalorian, justement. On parlera d'un peu tous les différents médias qui ont entouré la sortie de la série de Mandalorian. Donc là, j'ai plus lu un beau livre, comme ils appellent ça, beau livre qui s'appelle Chronicles of the Jedi, et qui est un genre d'art off sur tout ce qui est Haute République, phase 1, et même un petit peu de la phase 2. Donc avec plein d'artwork, plein de dessins de concept et tout, des personnages, des objets. C'est super sympa. Et j'ai aussi continué une maxi-série là, de la série Hyperspace Stories. Alors toi, tu dois savoir de quoi je parle. Ben, dans le fond, c'est la version actuelle des aventures en dehors de la Haute République. Là. Voilà, exactement. Ben, voilà. En fait, il y a eu un changement en VO de... Voilà, oui, c'est une série anthologique, donc chaque numéro c'est différent, c'est des aventures différentes, et justement ça reprend, comme tu disais, ce que IDW publiait avant que ça revienne à Dark Horse. Donc IDW appelait ça les Star Wars Adventure, et depuis que ça s'est passé sur Dark Horse, ça s'appelle Hyperspace Stories. C'est l'histoire très sympathique, dans des one-shots par numéro, comme ça. C'est très très moche par contre. Je sais pas si on aura l'occasion de... Ah ouais, non, les dessins, c'est hallucinant. Alors, je sais pas si Panini aura prévu de sortir ça, des reliés sur je suis pas sûr du tout de ça. J'ai l'impression qu'Aurélien, pour la Haute République, vu que c'était des histoires, cette fois-ci linéaires, qui s'inscrivait dans le récit global de la Haute République. J'ai l'impression que c'est ça qui a motivé le choix de Panini de publier, même si c'était le format jeunesse, là, les aventures. Alors que là, pour les autres histoires, comme tu dis, c'est de l'anthologie, même souvent, si c'est comme en TK quand c'était chez IDW, des fois, c'est même plusieurs petites histoires dans un seul numéro. Dans un seul numéro, ouais. Là, si je me rappelle bien, j'ai lu quoi? Parce qu'il y a 12 numéros, je dois en avoir lu une dizaine, je crois. Et je crois que non, c'est une histoire par numéro, hein, c'est pas entrecoupé comme ça. Mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Ouais, c'est vrai que c'est très très court. Ouais, mais là, après, les histoires sont pas inintéressantes, mais les dessins, c'est compliqué. Hein, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois plus longuement. Voilà. Oui, exact. Même chose pour le beau livre. Là. Je sais que ça intéressait certaines personnes. Puis c'était une espèce de curiosité hein, parce que ils ont comme pas attendu d'avoir fini la Haute République avant de le sortir. Fait que, comme tu dis, ça ouvre la phase 1, mais aussi un peu de la phase 2. Un peu, ouais. Oui, moi je pensais que c'était que la 1, justement. Et non, il y a des personnages de la 2, il y a
Mais ça spoil pas non plus la phase 3. Donc... Non, il n'y a rien. Sur la phase 3, j'ai trouvé le choix, comment dire, du moment de le sortir un peu étrange. Là, mais bon. Ouais, ils auraient dû faire un art-off par phase. Je sais pas, ça aurait été. Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Ouais. Bref, écoute, excellent. Moi, de mon côté, on est en littérature aussi. J'ai terminé là, Crimson's Climb, donc qui fera l'objet de notre prochaine émission sur un roman. Et demain sort, mardi, le 14 novembre, sort parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une émission aujourd'hui préenregistrée. On enregistre le 13 novembre. Demain sort, je cherche le titre, c'est Off. Bref, c'est le premier roman de la phase 3. Donc, Eye of Darkness. Eye of Darkness. Merci, Jean. Voilà, avec en couverture March on Road, qu'on a hâte de retrouver après une phase 2 qui, de mon côté, a été très décevante. Je sais que du tien, c'est l'inverse. Mais voilà. Du même auteur, d'ailleurs. On pourra vous dire ce qu'on a pensé de Crimson's Climb. Je vais être très curieux d'avoir vos avis. Donc, il y a Juliane aussi qui devrait se joindre à nous, qui l'a lu normalement. Je vais être très curieux d'avoir votre avis parce que, de mon côté, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça partait bien et voilà, ça partait bien. Arrivé. Tu sais quoi, je te rejoins aussi dans le WhatsApp. Là, je fais une deuxième lecture du roman, de ce roman-là. Et je t'avoue, pour prendre des notes et tout ça, les résumés, mais je t'avoue que la deuxième lecture est compliquée. Hein. J'ai vraiment pas envie, sans trop spoiler mon avis sur le bouquin. Ça annonce. On essaiera d'être le plus quand même objectif possible là, en vous expliquant qu'est-ce qui peut expliquer notre avis. Pour revenir à l'émission d'aujourd'hui, si je te demandais, Jean, on avait quoi au programme justement dernièrement pour les auditeurs? Dernièrement, sur Star Wars en direct, c'est quasiment que de la littérature. Donc on a notre dernière review de roman qui était sur Inquisitor Rise of the Red Blade, qu'on avait fait tous les trois avec Juliane. C'était très très sympa, un très très bon bouquin qu'on vous conseille et qu'on espère une traduction en français. Il faut foncer sur ce bouquin. On a et après c'est comment c'est la BD, mais comment dire, la BD documentaire, on pourrait appeler ça comme ça. C'est une BD du making-of du premier film Star Wars en BD, La guerre de Lucas, que la team française a présenté en compagnie de l'auteur. Donc c'était super cool. Oui, exact. C'est une espèce d'entrevue critique en même temps là, avec l'auteur. Ouais. Très cool. En passant, effectivement, c'est mentionné dans l'émission, mais je suis en attente de ma copie. Donc, effectivement, il y a un délai certain mais ça s'en vient au Québec. Donc, j'ai bien hâte parce que les critiques sont vraiment très, très bonnes. Donc, j'ai hâte de lire. Ouais, dithyrambique, les critiques, effectivement. Et les dernières critiques comics, nous avons donc d'abord Star Wars La Haute République, phase 2, tome 1, voilà, que nous avons affiché à l'écran, là, ainsi que Star Wars La Haute République, La Lame. Donc en ce moment, on est beaucoup dans La Haute République, en comics. Ouais, effectivement, c'est la conclusion de la phase 2, du côté de la France. Et l'air de rien, il va encore en rester 2. Donc un tome 2 pour le volet jeunesse, puis un tome 2 pour le volet adulte, on va dire, là, chez Marvel. Ça fait quand même beaucoup, hein? Tu dis une chance qu'il y avait juste 2 phases, hein, parce que ça commence à faire du volume pas mal là, pour quelqu'un qui veut vraiment tout posséder, là, au prix que sont rendus les albums, entre autres. Là, voilà. Excellent. On va rappeler très rapidement aussi de vous réabonner à nos réseaux sociaux, surtout ceux de Facebook, le Meta, donc Facebook et Instagram, si ce n'est déjà fait, puisque nous avons été victimes de la grande purge de tout ce qui s'appelait Star Wars. On a perdu la totalité de nos abonnés. Donc, on vous invite à vous réabonner dès que possible. Sur ce, Jean, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous revoilà, donc, comme j'expliquais, comme j'ai mentionné, et comme ça devrait être écrit en titre d'émission, on est là pour parler de Star Wars, La Haute République, les aventures, et le sous-titre de cet album-là en particulier, c'est La Terreur sans nom, de Nameless Terror. En anglais, ceux qui trouvent le nom un peu étrange, c'est parce que vous n'avez pas pris la deuxième phase de La Haute République, parce que c'est une expression, c'est un nom récurrent dans les différents romans, tout ça. Là, donc, c'est ça. Si vous avez
lu les romans, vous allez savoir de quoi on parle, donc les Nameless, donc la terreur des Nameless. Et quelques petites infos avant de passer à l'histoire. Ben, dans le fond, l'auteur ici, c'est George Mann, qui est pas une recrue, hein, commence à être un habitué quand même là, du côté de Star Wars. Mais du coup, peut-être un peu moins pour ceux qui prennent pas justement les choses plus jeunesse. Je mets à l'écran, là, par exemple, là, dans le coin on l'a eu. C'est ça, c'était beaucoup romans jeunesse, d'autres séries aussi, d'autres numéros de comics là, pour les plus jeunes. Et des recueils aussi, là, il y avait Myth and Fable, qui avait eu pas mal de succès, il y en a eu 2 autres après. Donc des petites nouvelles assez courtes, là, qui présentent des histoires de Star Wars, mais sans... disons que c'est très... c'est tourné comme une histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Donc, c'est marrant, George Mann, j'aimerais bien revenir un peu dessus. Il était déjà là pour la première phase, hein, et c'était un peu le sixième roue du carrosse, quoi. Ça commence à faire beaucoup de roues après le carrosse, mais ouais. Ouais, parce que mais il y avait les 5 donc principaux qu'on a continué de rabâcher à chaque émission, et lui, il était là, quoi. Il était là, mais il faisait que les œuvres de jeunesse, mais même voire très très jeunesse. Tu te rappelles quand on avait fait notre récap phase 1, phase 2, c'est lui qui faisait illustrés, là. Voilà, exactement. C'est lui qui faisait les livres illustrés. Donc George Mann. Oui, c'est ça, dans la liste que vous voyez à l'écran, il y a pas aussi, il a écrit quelques nouvelles, hein, par exemple dans la revue, là, dans le Star Wars Insiders, tout ça. Aussi, donc, ouais. Et il a aussi fait là dans la phase 2, donc le livre jeunesse qu'on n'a pas trouvé oufissime, Quest for the Hidden City, qui était sympa, mais sans plus, quoi. C'est peu. Disons que les romans jeunesse de la phase 2 sont pas au niveau de la phase 1. C'est vrai. Dans les deux cas, il y en a 2, puis dans les 2 cas, j'ai vraiment pas été impressionné. Non, c'est vrai que c'était moins intéressant que ceux de la phase 1. Mais par contre, moi, son plus haut fait d'armes, je dirais que c'est l'audiodrama, quand même. C'est lui à qui on doit l'audiodrama Battle of Jedha. Donc ça, c'est pas rien, parce qu'il était très très bien, cet audiodrama. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la liste à l'écran, ouais. Ouais, effectivement, ben là, on était dans le très adulte, beaucoup plus, là, donc très bien. Hein. Quelqu'un qu'on voit de plus en plus, bref. Et qu'on verra encore plus, parce que là, dans la phase 3, c'est l'auteur du livre qui sort demain, Eye of Darkness. Donc c'est lui qui écrira le premier livre de la phase 3 adulte, donc on verra. Comment il s'en sort avec un contenu puis un style d'écriture plus adulte. Là. Voilà. Et il reviendra pour un young adulte à l'automne 2024 qui se rappellera Tears of the Nameless. Donc encore un titre avec Nameless dedans, quoi. Et donc là, ce sera une young adulte. On verra aussi comment il s'en sort avec ce type de roman. Donc on le verra dans la phase 3. George Mann. Excellent. Ensuite, au dessin, on avait une recrue. Tout simplement, quelqu'un qui a juste fait là, des petits numéros de justement Hyperspace Stories chez Dark Horse, qui s'appelle, je suis en train de chercher le nom, Eduardo Mello. Qui a un style, on en parlera tantôt, un style graphique là, assez générique, mais pas désagréable. Et aux couleurs, on a Ornella Savarez. Mais sur certains numéros, je pense qu'il a fait juste, comme ils disent, l'ancrage, et quelqu'un d'autre a fait les couleurs. Bref, c'est ça. C'est l'équipe de Dark Horse. Et par contre, pour le Eduardo Mello, là, même s'il n'a pas fait grand-chose niveau Star Wars, en dehors de Star Wars, il a fait des comics Donjons et Dragons. Alors, ça, j'ai pensé évidemment à notre leader suprême. Oui, peut-être que Danny, le Dungeon Master, comme tu dis, le connaît. Donc voilà, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire? On va être j'avertis, on va être en spoiler, en divulgateur très clairement. Là, donc, c'est pas une énorme histoire, là, donc vous allez voir, ça se résume quand même relativement à tout. Ouais. À notre grande surprise, je ne sais pas si c'était ton cas aussi, mais on retrouve donc Tai Yorek, donc la fameuse Jedi de la phase 1 qu'on avait tous adoré dans son vaisseau, là en début de tome. Elle est dans son vaisseau entre 2 chasses aux monstres, et on se rappelle qu'elle est une chasseuse de monstres professionnelle, ex-Jedi. C'est ça, ex-Jedi. Donc là, elle discute avec son droïde Kaylo, elle parle des Nameless justement, et elle se remémore justement une histoire du maître de son maître, donc 1 siècle auparavant, au temps de la phase 2, donc de la Haute République. Donc là, gros flashback, et en gros, ça sera ça, l'aventure qu'on va suivre, ça sera un gros flashback raconté par Tai Yorek. Donc on rencontre un groupe de Pathfinder, c'est une team qui est composée de Jedi et d'explorateurs de la République, qui donc explorent la galaxie, et qui vont tomber sur un mystérieux vaisseau, ils vont percuter ce vaisseau, qui transporte de mystérieux œufs, et
Donc les deux vaisseaux vont se cracher sur une planète inconnue et inhabitée. Donc tout le monde va réussir à s'échapper in extremis du vaisseau avant l'explosion, au sol, l'explosion. Et donc à la recherche de matériel médical pour soigner un des leurs, donc qui est la maître Jedi Xenith, qui est blessée. Donc ils vont inspecter l'autre vaisseau, donc qui s'est crashé un peu plus loin. Et le crew de ce vaisseau-là est visiblement mort, mais pas à cause du crash, mais quelque chose les a attaqués. Donc la maître Jedi Sula, donc c'est la black là avec les dreadlocks super stylés qu'on voit là. Elle va commencer à inspecter une partie du vaisseau, tandis que le maître Jedi Rock, donc qui est l'autre maître Jedi black super stylé aussi, et le Padawan Corran, donc qui est lui le maître du maître de Tyrek, vous suivez toujours. Ouais, c'est comme le grand-père, mais version famille voilà, Jedi. le grand maître, voilà, donc qui est Padawan à cette époque-là. Donc ils vont être confrontés à des survivants qui s'avèrent être des membres du, attention, Path of the Open Hand. Et voilà, et soudainement, les 4 Jedi vont ressentir une disturbance dans la force plutôt traumatisante. Bon, si on a déjà lu des œuvres de l'autre République, on sait un peu ce qui se passe. Ensuite, les disciples du Pass vont s'échapper. Sula va retrouver Xenith et les membres de la République, et il va leur updater, leur parler de ce sentiment, que quelque chose se nourrit de la force environnante, affectant de ce fait les Jedi. Le groupe se réfugie dans un hangar rempli d'œufs de Nameless, mais eux pensent que ce sont des gemmes. Donc voilà. L'autre groupe composé donc de Rock et Corran amène un membre du Path capturé à l'extérieur du vaisseau, et là, bam, on se retrouve nez à nez avec un Nameless. Donc qu'on voit, on en discutera peut-être plus tard, mais pour la première fois graphiquement, on va dire, à l'époque de la publication VO en tout cas, c'est la première fois qu'on voyait un Nameless, à quoi il ressemblait vraiment, quoi. Bref. Ah ouais? Ouais, bah oui. Bah, si on peut en parler maintenant, mais avant, si je me rappelle bien, dans la série adulte et dans la mini-série Trails of Shadows, c'était des visions, tu vois, donc on avait une idée de Ouais. quoi ça, mais c'était pas vraiment la réalité, quoi. Contrairement à ce comics-là, où on voit vraiment à quoi ressemble au Nameless. Bon, ça ressemblait, hein, mais c'était des visions souvent déformées et un peu psychédéliques, tu sais. Donc voilà. Donc si je me rappelle bien, après vous me dites hein, si je me trompe, mais je crois que c'est... Parce que ces comics sont Ouais, ben sortis... j'ai hésité avec la série adulte, là, Ouais. où est-ce qu'on le voit aussi sur Ah, peut-être. Jeddah. Ouais. Écoute, bah peut-être. Mais là, à quelle date sont sortis les numéros, ça, je ne saurais pas te faire la comparaison. Ceux-là sont sortis à partir de février 2023, donc février, mars, et ça s'est allé jusqu'en mai. Et Trails of Shadow, c'était plus tôt. Donc effectivement, c'est peut-être dans Trails of Shadow qu'on voit la créature. Bref, en tout cas, On Rock voit à l'écran, donc pour les gens qui n'auraient pas la moindre idée de quoi on parle. Voilà. Très stylé d'ailleurs, hein. Très stylé le design de ces créatures. Donc Rock et Corran se réfugient dans le vaisseau pour échapper au Nameless. Donc ils vont essayer de bloquer l'entrée pour empêcher qu'il entre. Mais par contre, ils vont se retrouver face à l'autre menace, hein, le Path of the Open Hand. De leur côté, on a Sula qui voit Xenith se sentir un peu mieux. Les deux autres Jedi, Rock et Corran, vont les rejoindre en compagnie du Path, qui ont joint leur force à Oller. Ils discutent tous d'un plan pour réparer le vaisseau tout en se protégeant des créatures. Rock demande au Path des explications concernant les créatures. Eux prétendent ne pas être au courant. Voilà. Rock et Corran se rendent à l'extérieur pour ramener le Power au vaisseau, mais le Nameless entre dans le vaisseau. Rock part à sa poursuite, le groupe à l'intérieur se prépare au combat, mais tous les œufs de Nameless, les gemmes, qui pensaient que c'était les gemmes, tous les œufs commencent à se fissurer et à éclore. Et dernier numéro, Corran va arriver à ramener le Power au vaisseau, Sula va faire face à la créature sur une magnifique page, à la fois magnifique mais aussi assez terrifiante quand même. Elle va y perdre son bras. Un membre de la République va la sauver in extremis, mais par contre lui va y passer. Des membres du PASS vont aussi se faire tuer. Les survivants vont s'échapper du vaisseau et vont laisser Sula seule affronter la horde de Nameless qui arrive. Évidemment, elle va périr. Il l'abandonne pas. En tout cas, elle se sacrifie. On va dire ça comme ça. Voilà, exactement. Elle va se sacrifier pour laisser les autres s'échapper. Elle va se faire transformer en cendre, et comme on sait ce que font les Nameless. Comme on voit à l'écran d'ailleurs. Voilà. Ah oui, parce que quand je lis les résumés, c'est jamais de tête. Hein, si vous vous posez la question, c'est préparé, on va dire. Donc ensuite, l'énergie du vaisseau surcharge, ça le fait exploser avec les créatures à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, on a la fin de l'histoire racontée par Tyrek.
On n'a aucune idée de comment ils sont échappés de la planète. Ça, pareil, c'est un petit point, on pourra en discuter aussi. Par contre, l'histoire à elle, de Tyurek, elle finit, elle a un petit épilogue où elle retrouve le personnage de Drewen, qui est un personnage qui était apparu dans le monstre du Temple Peak, qui est une autre mini-série jeunesse qui était sortie lors de la phase 1 et dont c'est un petit peu la suite, en fait, en quelque sorte, ici. Voilà. Ouais, exact. Ben, on suit un schéma typique du côté soit IDW, maintenant Dark Horse, là, avec les épisodes plus jeunesse, où est-ce que c'est quelqu'un qui raconte une histoire. Donc, à chaque fois, c'est ça. Par exemple, chez les aventures, les premiers numéros, c'était toujours la famille Graff, là, des gens de la famille Graff qui racontaient une histoire qui se passait peu importe à quelle époque. Et là, cette fois-ci, ben, c'est ça, c'est la chasseuse de monstres qui raconte une histoire à un droïde très curieux, qui veut absolument connaître la suite. Un schéma qu'on a eu aussi, par exemple, dans les albums d'anthologie de Galaxy Z et l'hôtel volant. Oui. Alcyon Galactic Star Cruiser, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que bref, et ça me fait penser, ça, je passais très très vite tout à l'heure là, sur comment dire, la chronologie, tout ça. Bon, ben évidemment, comme pour le reste de la phase, on est en moins 382, mais on comprend que Tyurek, là, qui raconte l'histoire, ben elle est à l'époque de la première phase. Ici, un album à 4 numéros, 136 pages pour 19€. Et peut-être à noter justement le nombre de pages versus le nombre de numéros, c'est qu'on on a ça aussi des fois chez Marvel, mais c'est ça dépend toujours des séries, mais là on est avec des numéros de 30 quelques pages, 31, 32 pages, au lieu des comics habituels de 20, 22 pages. Là. Donc c'est ça fait quand même 4 numéros un peu plus volumineux, ce qui peut aussi expliquer le prix qui est un peu plus volumineux qu'à l'habitude pour un album de 4 numéros. Et pour compléter ce que tu dis là, là je me rappelle, il y a un one-shot lors de la phase 2, un one-shot des aventures également, qui s'appelle Quest of the Jedi, qui est sorti, donc one-shot c'est 20-30 pages aussi, et je pensais vraiment le retrouver là, parce que là je me demande vraiment si Panini retiendra ce numéro-là et le mettra quelque part, parce que là c'était vraiment l'idéal de le mettre dans ce tome-là, je trouve, vu que c'est la même gamme de comics, c'est la même phase, et il n'y a que 4 numéros, ça en aurait fait 5. Ok, ça aurait fait peut-être un peu plus vu la longueur des numéros. Dites-nous-le dans les commentaires, en fait, parce qu'évidemment, on n'a pas encore notre exemplaire en main. Non seulement on préenregistre de quelques semaines avant la sortie, mais en plus, juste le temps que ça traverse l'Atlantique et dans ton cas, le continent, ça va être long avant d'être disponible pour nous. Donc voilà, dites-nous le choix que Panini a fait. C'est ça, j'ai regardé. Au niveau du contenu, ça précisait juste les 4 premiers numéros. Oui, voilà, ce serait pas la première fois que l'information n'est pas complètement exhaustive. Ouais. Mais j'espère qu'il y aura ce numéro en plus, ça serait sympa. Oui, ça serait logique, comme tu dis. Ben voilà, écoute, si je te demandais ce que tu as pensé de ta lecture, si on y allait avec l'histoire pour commencer. Ok, ben écoute, moi j'étais très curieux déjà de voir un comics jeunesse intitulé The Nameless Terror, tu vois. Rien que ça, dès qu'ils ont annoncé ça, j'ai ok, donc ça va parler des Nameless. Quand on est à jour comme nous sur la Haute République, avec après autant de vagues, autant de phases, machin, avec les nombreuses publications qu'il y a eu, le trop grand nombre de publications qu'il y a eu, ben nous on sait qu'est-ce que c'est comme créature et ce qu'elles font aux Jedi, quoi. Et comment elles les tuent, donc voilà, donc c'est assez graphique, plutôt trash. Enfin, en tout cas, je m'imaginais plutôt comme ça dans les romans. Et donc là, ouais, j'étais curieux. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire niveau jeunesse avec ces créatures-là. Au final, moi, j'aime bien George Mann, tu vois, de manière générale. Je trouve que rien de ce qu'il a fait m'a déplu, mais rien de ce qu'il a fait, enfin, j'ai pas adoré non plus, tu vois, à part peut-être le drama, qui était vraiment très très bon. Mais tout le reste, c'est dans la moyenne haute, quoi. C'est sympatoche, quoi. Donc là, ouais, ben ça va avec le public cible aussi. Là. Ouais. Ben là, c'est la même chose en fait. Son écriture est très bien, ça se suit très bien. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, donc ils sont tous inédits, à part Tyurek évidemment, mais tous les personnages de l'aventure dans le passé sont tous inédits. Et moi, j'ai accroché direct aux personnages, ils sont bien caractérisés. J'ai bien aimé retrouver le Pass of the Open Hand aussi, vu que c'est un pan d'histoire de la phase 2 que j'ai beaucoup aimé. Donc là, de les voir aussi, ça m'a beaucoup plu. Donc ouais, l'écriture de Jorman, pas de souci. Niveau, alors on sépare scénario au dessin ou c'est un avis? Ouais, ben tu vois, je vais tout de suite te répondre sur cet aspect-là, tu vois. Ouais. Moi, il y a au niveau, ben je suis d'accord avec ce que tu as dit en général, puis George Mann m'a réservé quelques belles surprises là, dans ce qu'il a fait auparavant.
Cette fois-ci, ben, c'est ça, évidemment, le contenant, le médium étant, le médium, bref, étant relativement serré, il y a plusieurs trous dans l'histoire, dans le scénario. Et ça commence dès le départ avec pourquoi, sorti de nulle part, il y a un vaisseau du Path of the Opponent qui sort de l'hyperespace dans la face d'un vaisseau Jedi. C'est ça qui provoque toute l'histoire de ce comics-là. Et comme tu dis, à la fin, on ne sait pas la fin. On comprend qu'il va peut-être avoir la suite, si on peut dire, dans d'autres récits, là, du côté de Tyrek. Moi, j'étais très content de la retrouver, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans la phase 1. Oui. Entre autres, dans son contenu jeunesse, justement. Sinon, il y a l'aspect aussi que là, encore une fois, dans la phase 2, c'est des gens du Path of the Open End qui charrient, c'est un transport qui rapporte des œufs de la fameuse planète X. Si on a lu le reste, on sait qu'il arrive de la planète X vers comment ça s'appelle, Delna? Dalna, oui, c'est ça. Dalna. Bref, la planète, le siège social, on va dire, de cette secte-là. Mais, je sais pas, j'essayais de réfléchir à ce qu'on a eu dans les romans, et je comprends pas là, qu'on ait encore une autre équipe que ce qu'on a déjà eu dans 2 autres romans. Ça nous a expliqué cette expédition-là pour aller chercher des œufs. Et là, c'est une autre équipe encore. En tout cas, c'est rien de très dramatique, là, mais c'est ça. J'essayais de voir si ça s'inscrivait. Par exemple, si les Jedi qu'on voit là, si on les retrouve à la fin sur Dalna, dans la bataille, bref. Moi, voilà, niveau chronologie, je me suis posé la question aussi. Et il y a un moment où un membre du Path mentionne le fait que ce n'est plus la Open Hand, là, mais le Close Fist, tu vois. Et là, je me suis dit que on doit être situé donc, après Path of Vengeance, donc techniquement après la bataille de Dalna. Vu que Mardaro a rebaptisé le Path of the Open Hand, c'est elle qui l'a rebaptisé en Close Fist. Donc techniquement, ouais, ça devrait être après, mais après, en tout cas. Mais ils ont eu cette nouvelle-là, mais ils n'ont pas eu la nouvelle de la défaite de la bataille, où ça se passe pendant la bataille. Tout ça pour dire que ça reste quand même une histoire qui, moi au niveau, si je parlais de déception, qui apporte rien, je trouve, à la grande histoire de la Haute République, ou même de façon plus réduite là, de la phase 2. C'est complètement... Puis tu sais, oui, c'est du contenu jeunesse, donc... mais c'est ça, dans la phase 1, on avait eu plusieurs belles surprises, que ce soit en roman, que ce soit en comics jeunesse, de choses qui apportaient vraiment de quoi de nouveau, soit à Star Wars, soit à la Haute République, etc. Cette fois-ci, je sais pas, je trouve que c'est ultra répétitif de ce qu'on a eu dans le roman jeune adulte. Ouais, c'est ça, Path of Vengeance. Et dans le roman jeunesse là, qui était Quest for the Planet X. Donc, c'est ça. Je comprends pas qu'on ait 3 fois la même histoire dans 3 versions, 3 histoires, 3 équipes différentes, là, si on veut. Puis du côté de l'équipe de Jedi et de leurs interactions, tout ça, ben c'est quoi? C'est 2 Jedi, un Padawan et 2 non-Jedi. Ils sont 4 Jedi. Il y a l'espèce de mécanicien qui n'est pas Jedi, là. Ouais. Mais t'as le membre du conseil qui est blessé, t'as les 2 maîtres et le Padawan. Donc, Tout ça pour dire que j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'original. Il n'y avait rien de marquant, il n'y avait pas de personnage qu'on se dit « Ah, je veux absolument le revoir dans une autre histoire », comme c'était le cas justement avec d'autres contenus jeunesse de la phase 1. Donc c'est en ce sens-là là, que je pourrais dire qu'il y a une certaine déception. Puis, est-ce qu'on avait besoin de 136 pages pour nous raconter cette histoire-là? Parce qu'il y a un petit côté, on tourne en rond aussi. Hein. Là, il rentre dans le vaisseau, il ressort du vaisseau, il rentre dans le vaisseau, il ressort du vaisseau, il rentre dans le vaisseau. C'est parce que là, on a compris. Là. Ou tu sais, c'est ça, ils doivent aller dans une autre salle pour rétablir le courant, pour électrifier le vaisseau. Mais là, dans l'autre numéro, il faut qu'ils rétablissent le courant pour faire autre chose. C'est ça. Bref, je suis pas sûr qu'on avait besoin de 136 pages pour le résumé que tu as fait tout à l'heure. Donc, voilà. Pour bondir un petit peu sur la pertinence comparée aux histoires de la phase 1, ce que tu disais, moi je suis d'accord avec toi sur les personnages marquants. C'est vrai que Tyrek était tellement badass mais elle était présente dans les romans aussi. Donc c'est ça, quoi. Quand on la découvre dans le Monster Peak, parce que techniquement, Monster Peak n'apporte pas plus que ce comics-là à la face. Non, c'est vraiment juste un background du personnage. Voilà, un background du personnage, mais qui était très sympa parce que on avait accroché à ces personnages dans les romans. Effectivement, là, ces personnages-là sont inédits, donc effectivement, moins d'attache à ces persos.
Ouais, c'est ça, ou tu sais, ben, c'est des personnages intéressants, là, ou tu sais, mais limités à cette histoire-là. Là. Et ben, une chose comment dire, un crédit que je donnerais, c'est qu'il ne s'est pas empêché de rendre une histoire grave, même si c'était ciblé jeunesse, dans le sens que le taux de survie des personnages du début de l'histoire est assez est assez faible. Là. Il y a beaucoup de décès pour un petit comics jeunesse de 4 numéros. Là, à la fin, il reste pas beaucoup de survivants. Là. Ouais. Ah, j'ai trouvé qu'il y en avait trop, tu vois. Moi, j'ai trouvé ah ouais, ben écoute, que ce soit du côté Jedi ou du côté, voyons, Path of the Open End. C'est vrai que le pass, ben, les méchants vont prendre cher. Mais sur 4 Jedi, tu vois, avec une histoire avec des Nameless, moi j'aurais espéré que ça soit les 3 Jedi se fassent buter et que ça soit le survivant, donc le maître du maître de taille, qui survive tout tel de tel, tu vois. Mais non, sur 4 Jedi, il y en a 3 qui survivent, donc bon, moi j'étais un peu déçu sur la fin. La mort de Sula est très très stylée. T'es trop violent pour moi. Ouais, après ça reste jeunesse, mais effectivement j'aurais préféré. Mais oui, t'as raison, la mort, le sacrifice, là, on va dire, évidemment, comment dire, ça reste jeunesse, là. Je sais pas à quel point c'était essentiel, son sacrifice. J'ai envie de le dire comme ça, dans le sens qu'elle ralentit aucunement les créatures. Oui, mais elles sont pas au courant de ce que c'est, donc ouais, exact. Ben, c'est ça, elle a déjà perdu un bras, donc c'est ça, sa calcination, si on peut dire, a commencé juste par un bras, elle a réussi à s'enfuir, et puis là, dans le fond, ben, c'est ça. Comme on le voit à l'écran, là, elle va devenir poussière. Et là, c'est la page de sa mort, mais la page où elle perd son bras, le découpage est vachement sympa. Moi, tu vois, c'est une page qui est restée avec moi et qui restera quand je repenserai à ce comics-là. Je repenserai à cette page où c'est la même pose où petit à petit son bras se fait calciner de plus en plus jusqu'à son épaule. Là. Et quand j'avais lu ça pour la première fois, j'ai dit ah ouais, quand même, bien pour les gamins. C'est ça, moi, je me suis fait exactement la même réflexion. Je me disais, ah, d'accord. Ouais, c'est assez trashouille quand même. Et jusqu'à ça. Ouais, parce que, en plus, c'est même pas tranché comme on a souvent dans Star Wars, avec un sabre laser. Non, là, ça bouffe, là. C'est comme la gangrène qui bouffe le bras. C'est ça, c'est un peu la gangrène, ouais, c'est exactement ça. Bref, ça nous amène à l'aspect visuel, justement. Comment tu as trouvé les dessins, les couleurs? J'aime bien. Moi, j'ai bien aimé les dessins. Alors, c'est comme pour la série, je reviens à Monster of Temple Peak, là. Très coloré, très jeunesse dans l'esprit. C'est lisible, c'est pour la cible, mais je t'avouerai que comme moi j'avais un petit sentiment Alien, il y a 2-3 points de l'histoire qui me faisaient vraiment passer à Alien, l'espèce de radar qu'ils ont là, le côté il faut retraverser le vaisseau pour ramener le courant, ou le mode là, le classique des films d'horreur où bon allez on se sépare en deux groupes et puis ah oui, il n'arrête pas de se séparer dans cette histoire. C'est les tropes vraiment éculés. Mais moi, je sais pas, petit feeling Alien, surtout au début, tu as cette espèce de case où les Nameless n'apparaissent pas direct comme ça. C'est un teasing relativement bien amené où tu vois d'abord les œufs, après tu vois les œufs craquelés, après tu vois une ombre sur un vaisseau, avant de voir vraiment de pied play le Nameless devant les Jedi. Mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus dark, mais c'est toujours compliqué de film de jeunesse. Donc un truc à la Trails of Shadows, tu vois, un petit peu plus dark, gritty, là, ça aurait ça le devient juste à la fin, je dirais. Hein. Vraiment, dans le dernier numéro, on a des pages beaucoup plus spectaculaires là, que je vais montrer un peu depuis tout à l'heure. Là. Il y a beaucoup de dialogue entre les multiples personnages, là, entre les Jedi, le Path of the Open End. C'est que ça parle beaucoup, c'est vrai. Ouais. Donc, mais tu as raison, c'est pas très sombre comme ambiance jusqu'à la fin. À la fin, ça devient intense. Mais encore une fois, moi je trouve les dessins beaucoup mieux que justement, je parlais de Hyperspace Stories. Ils sont largement mieux ceux de Eduardo Melo dans ce tome-là. Ou même, tu vois, tu seras peut-être pas d'accord, mais Tony Bruno dans le High Republic Adventure. Moi, j'ai du mal avec son style ultra simpliste. Là, tu vois, je préfère encore une fois ces dessins-là, qui sont classiques. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux pas le dire de façon négative quand je dis générique, là, dans le sens que moi, je détecte tout de suite en voyant ça qu'on est chez Dark Horse ou à l'époque chez IDW et non pas chez Marvel. C'est vraiment, là, on peut, juste avoir le style de dessin, on peut l'identifier, mais c'est pas grossier, c'est pas fait là, à la va-vite, là, il manquait de temps ou quoi que ce soit. C'est pas au niveau, par contre, tu as mentionné tantôt le monstre du pic du temple, là, ça, j'avais trouvé ça magnifique. C'était vraiment un style là, très, très peaufiné, moi, j'avais vraiment adoré.
Là, on n'est pas du tout dans le même style. On est un petit peu plus cartoon, on va dire. Oui. Mais, les couleurs c'est sont- pas laid. Puis on en a ces temps-ci, là, des comics laids. Donc, on va le dire, celle-là. Je pense pas que ça va déplaire à qui que ce soit, en fait. Là, Non. Que ce soit les aliens, les créatures, comme tu vois là, les aliens, les vaisseaux, les phases d'action. Ouais, il n'y a, Non, pas c'était- y a pas tant de décors vides Mhm. qu'on a des fois. Là, où, fait que non, c'est ça. C'est quand même. Et encore une fois, le découpage, là, tu vois, tu montes cette page-là. Moi, Mhm. j'aime beaucoup le fait. Il y a aussi la page. Attends, j'aurais dû l'uploader là. L'uploader. La page 10 du numéro 1 aussi, où tu vois le crash des deux vaisseaux. Et si je me rappelle bien, tu vois chaque visage de chaque Oui, participant, je quoi. l'avais, tu vois, celle-là. Ouais. Ah voilà, exactement, tu vois. J'aime beaucoup ce découpage-là un peu dynamique. Ça change un Ouais. petit peu des cases, juste des cases mises en classiquement, quoi. Mhm. Et c'est beaucoup comme ça, ce tome-là. Tu as beaucoup de cases qui sont pas juste rectangulaires, mais qui Ouais. ont différentes formes, qui se bouffent les unes, enfin, qui sont montées les unes sur les autres. Je sais pas comment. Ben, je sais qu'il y en a qui détestent ça, par contre, mais Ouais. peut-être trop à cheval sur le style Tintin ou classique Classique, ouais. Astérix, Ouais. etc. Mais ouais, effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup ça, surtout Mm. dans des moments d'action Ouais. de ce genre-là. Ouais. Là. Mm. Ça, le découpage était très cool, ouais, très sympa. Et la page d'avant aussi, tu avais des espèces de cases qui diminuent en taille. Non, Mhm. c'était vraiment bien. Et c'était les mêmes, on ne l'a pas mentionné, mais au niveau des couvertures, c'était Ah oui. la même équipe. Donc, même dessinateur, même coloriste. Là, donc, Ouais. Et on pourra en parler si tu veux. 4 couvertures. mhm. Tu as choisi pour la miniature la plus jolie, effectivement. C'est vrai que c'est celle du tome, celle du numéro 1 est sympa, mais c'est vrai que celle du numéro 4 est vraiment Ouais, très Panini cool. est allé avec la numéro 1. Nous, on est allé avec la numéro 4. Ouais, non, ouais. Moi, je pense que tu as eu raison. Ouais. Franchement, elle est bien stylée. Un petit côté Alien ou Godzilla de Roland Emmerich aussi, là, avec les œufs. Exact, les Ouais. œufs, le Jedi qui fonce avec son. Mm. Et dès qu'il y a un sabre jaune, moi je trouve déjà en partant, ça attire l'attention. Ouais. Donc voilà, c'est un personnage. Tu vois, ça, c'est là, c'est elle qui se sacrifie, Mm. mais c'est probablement elle que j'aurais préféré revoir. Oui, pareil, mais complètement. Elle, je la Complètement. trouvais intéressante. Donc, Oui, bon. pareil. Pareil. Mais d'ailleurs, il y a un moment où donc, l'histoire, le flashback de Tai commence par ça. Il y a la mention de comment? Comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Rock, voilà. Rock a perdu son padawan Malik. Donc ça, il dit juste dans une bulle, dans une phrase, comme ça. Rock, Et ça, celui en avec fait, le sabre c'est... vert qu'on voit à l'écran. Voilà. Et ça, c'est un événement justement qu'on a découvert dans Quest of the Hidden City, donc le roman jeunesse de George Mann, où il rappelait aussi cet événement-là. Donc on l'a pas vécu, cet événement. On nous a introduit le personnage comme voilà, un maître qui a perdu son padawan et qui est un peu trauma, mais qui l'accepte parce qu'il est un avec la force. Et ça, c'est un truc que George Mann ramène de son roman jeunesse, donc c'est intéressant, quoi. Enfin, Et c'est lui qui va finir par reprendre comme Padawan, celui qui vient de perdre sa maître c'est ça, à Coran. la fin de l'épisode du numéro 4. Là. Donc, C'est ça. histoire très classique, par contre, là, on ne se cachera pas, c'est un schéma qu'on a déjà vu assez souvent. Là. Donc, C'est vrai. moi, en fait, je te dirais, le côté le moins intéressant, c'est ce personnage-là, l'espèce de mécanicien informaticien, Oui, je ne sais pas comment il faut le ouais. dire, là, mais avec son petit droïde qui nous rappelle beaucoup de droïdes qu'on a eu, par exemple, dans Battlefront 2, là, celui qu'Aiden Versio avait d'attaché dans le dos. Dans le dos, ouais. Mais c'est ça, je dis le moins intéressant, en fait, c'est qu'on l'a beaucoup. Il prend beaucoup de place dans C'est l'histoire, vrai. Il parle alors beaucoup. que moi, j'y ai pas vu l'intérêt. C'est un peu le médecin aussi, hein, je pense, du groupe, là, quelque chose comme ça. Donc, Ben oui, c'est ça. C'est dans le groupe de Pathfinder, tu as les 4 Jedi et tu as 2-3 membres de la République. Hein, c'est des membres de la République. Et c'est vrai que celui-là a beaucoup d'importance. Et je ne l'ai même pas, je l'ai même pas noté dans le résumé, tellement il m'a pas intéressé plus que ça. il va sauver celle-là là, à la fin, là, c'est ça. Voilà, c'est lui qui périt, qui se fait tuer. Mais puis, est-ce qu'on l'avait mentionné, c'est ça, c'est une équipe de Pathfinder. Je pense que en français, c'est traduit par un groupe d'explorateurs. Là, mais bref, c'est ça, c'est une catégorie de Jedi là, qui ouvrent les régions inconnues, là, justement, là, de la galaxie à cette époque-là. C'est ça. Moi, je sais pas ce que tu as pensé, mais le vaisseau, là, le vaisseut du Pass of the Open Hand, qui sort de l'hyperespace comme ça pour se cracher directement sur le vaisseau. Moi, ça m'a de suite fait penser au grand désastre du tout début de la phase 1. Là. Ah, C'est tu vois, j'avais pas effectivement fait le lien. surtout que il y a un dialogue à un moment où il dit oh, the ship a fallen right out from hyperspace. Et dès qu'il y a un truc qui sort de l'hyperespace pour se cracher, non, ça va être catégorisé Great Disaster de la phase 1. Ouais, il y avait peut-être un petit clin d'œil Clin d'œil. de l'auteur. Mais tu vois, c'est ça, quand je parlais de trou, c'est ça fait partie des choses. On saura pas. C'est pas grave de ne pas le savoir sur le moment, mais on saura jamais
pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé là? Pourquoi le vaisseau sortait de l'hyperespace tout à coup là, au milieu de nulle part? Exactement. Mais bon. Ça et la fin, donc on peut revenir sur la fin où on saura. Donc les Nameless sont explosés dans le vaisseau. Les Jedi ont survécu, les 3 qui restent, et ainsi que ceux qui restent de la République. Mais on ne saura jamais comment ils sont rentrés, parce qu'ils ont l'air d'être sur une planète où il y a zéro population, il y a zéro facilité, il y a aucun moyen de communiquer avec n'importe qui. Donc comment ils vont réussir à rentrer? Ça, là aussi, on va peut-être avoir la suite. C'est ça aussi, par contre, avec la série, c'était ça chez IDW, là, avec la série Les Aventures. C'était souvent des petites histoires très incomplètes, mais que c'est ça, on y revenait dans d'autres numéros et dans le désordre en plus. Fait que c'est ça. Qui sait, on va peut-être avoir une suite à ça. Oui, qui sait. Ouais. Si je te demandais une note pour ce numéro-là? Une note, oui. Alors, si je me rappelle bien, j'avais mis voilà, un petit 16 sur 20. Donc, c'est assez, c'est noté large, on va dire. On tient compte de la cible du comics, évidemment. Moi, encore une fois, hein, j'ai vraiment lu donc, une fois par numéro et là, relié le tome en entier. J'ai vraiment été. Alors, ça m'a plutôt plu, c'était très agréable à lire. C'est un petit conte horrifique à la Alien pour les jeunes, mais alors oui, bon, la comparaison à Alien, elle est pas. Ouais, un petit peu, mais il manque ouais. l'ambiance. Voilà, on est très 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 loin de l'ambiance des films aliens. À l'inverse, justement, ce que tu mentionnais, là, les contes du château de Vador ou tout ça, là, la série de Cavan Scott là, à chaque Halloween est beaucoup mieux en termes d'ambiance horreur pour les plus jeunes. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient dû peut-être faire un truc un peu plus comme ça. Mais d'ailleurs, il y en a un qui est sorti récemment, la Tales of the Death Star, qui est sorti là pour Halloween, justement. Là, il faudra que je le lise et que je vous fasse une petite moi non plus, je l'ai pas pris encore. Et, mais c'est vrai que une ambiance plus Cavan Scott sur le titre, ça aurait été plus sympa vu que lui il aime beaucoup l'horreur justement, il aime bien en mettre de temps en temps. Mais encore une fois, moi l'histoire elle m'a pas déplu, les dessins m'ont plutôt plu, cette page là moi m'a marqué, donc voilà, ça reste une bonne lecture, à conseiller aux plus jeunes, en plus t'as pas de lien tu disais, donc ça c'est peut-être un point pour ceux qui veulent s'y mettre. Ouais, t'as pas besoin d'avoir pris le reste. Voilà, donc bon, pour les plus jeunes pourquoi pas quoi, donc ouais, petit 16 sur 20. Excellent. Tu vois, moi, de mon côté, ça va paraître plus sévère, mais en fait, c'est juste une question d'échelle. Je vais lui donner un 11 sur 20, qui est la même note, dans le fond, que j'avais donné là, à celui qu'on a critiqué il y a quelques semaines, là, celui des aventures, là, Pirate ou... c'est quoi, donc, Padawan ou Pirate? Padawan ou Pirate. C'est ça. C'est sympathique, mais sans plus. Je peux pas dire que... je vais pas dire à mes enfants, il faut absolument que vous lisiez ça, ou tu sais... à la limite, peut-être un peu plus connecté à la phase 2 que l'autre. L'autre qui était zéro connecté à la phase 2, là, sauf la dernière page où il arrivait à la bataille de Jeddah, mais le reste, alors que là, cette fois-ci, c'est les fameux monstres. Mais c'est ça. Pour moi, c'est une mini-série qu'on aurait pu se passer, qui ne fait que, comment dire, que vider nos portefeuilles et remplir les bibliothèques. Ouais, voilà, c'est vrai qu'avec le nombre de publications qu'il y a, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu... c'est ça, si c'était une fois de temps en temps ou quelque chose comme ça, mais par exemple, en termes d'albums solides là, en français, ou par exemple les TPB là, américains, c'est ça pour la phase 2, on va être à quoi 3 adultes, 3 jeunesse, ça fait 6 albums. Je crois que c'est 2. Pour la phase 2, c'est plus court, donc c'est 2 adultes, 2 jeunesse. Ouais, c'est ça, mais plus la série La Lame. Ah voilà, plus la série Nameless Terror. Oui, d'accord, pardon. Oui, 3-3. Fait que, pour des histoires, au final, quand tu y repenses, là, en tout cas, on y reviendra sur les prochaines émissions, mais je préfère, faudrait que je regarde le prix qui me coûte là, ces temps-ci, mais ça, c'était celui adulte, justement, là, chez Marvel. Mais ouais, c'est ça. Je suis mieux de ne pas regarder le prix parce que je vais arrêter de tout acheter. Ils se sont mis en tête dès la phase 1 de OK, on va se faire donc une série adulte, une série jeunesse, on va se faire une mini-série adulte, une mini-série jeunesse. Et puis là, ils ont fait la même chose pour la phase 2. J'imagine qu'ils feront la même chose pour la phase 3. C'est vrai qu'ils se sont mis dans cette structure-là. Ils veulent pas. Ouais. Non, effectivement. Puis déjà, que pour la Haute République, je trouve que c'est trop. Et quand tu ajoutes à ça toutes les autres séries qui n'ont pas diminué, c'est l'inverse, qui ont elles aussi augmenté, là, les ongoing. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas. La Haute République n'est pas venue remplacer autre chose. Elle est venue s'additionner par-dessus tout le reste qui est déjà énorme. Donc, j'ai même envie, pour la fin de l'année 2023, là, d'aller décompter le nombre
numéros de comics ou d'albums qui va être sorti et c'est astronomique. Je ne comprends pas la stratégie commerciale de Marvel et Dark Horse, mais je comprends que c'est une question de contrat avec Lucasfilm aussi, là, mais c'est ça. J'ose espérer que la nouvelle vision de Bob Iger pour les films et les séries télé, là, qui est de réduire la quantité et de miser plus sur la qualité, j'ose espérer que ça va s'appliquer aussi à la littérature. Parce que c'est ça. Là, mais tu sais, dans ce cas-ci, comme je répète, c'est pas mauvais. C'est sympathique sans plus. Donc, vous pouvez passer à côté, écouter notre émission. On vous en a fait le résumé. On vous a dit ce qui se passait là-dedans. Donc, vous avez tout en main si vous voulez passer par-dessus. C'est ce qu'on voit là, avec toutes les licences, là, que ça soit Marvel ou Jurassic Park, tout ça. Là, ils inondent, pas que le marché littérature, mais aussi tout ce qui est goodies, c'est hallucinant, hein, tout ce qui est merchandising. Là, tu vois, on allait au Walmart encore aujourd'hui, en fait, t'as des gels douche Jurassic Park, quoi, Jurassic World. C'est pas vrai, quoi. Donc ils inondent vraiment, ils nous abreuvent de tous leurs produits de merde, là. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu too much, là. Il faudrait qu'ils ralentissent, mais à mon avis, ils sont pas prêts de ralentir. Hein. Ouais, non, effectivement. Mais par contre, si tu me permets, j'ai encore 2-3 petits points sur le comics, des petits easter eggs viteuf, mais... t'as un moment où t'as Yorek qui fait allusion, ou c'est Kylo, son droïde, je sais plus, à un handsome young Jedi. Et il nomme pas le Young Jedi, le handsome young Jedi, mais si on se rappelle bien du roman The Rising Storm, ben moi j'ai pensé direct à Elzar Mann qui dragouillait vite fait Yorek quand ils se rencontraient. Ouais. C'est parce qu'il drague toutes les jolies femmes, là, donc c'est notre show lapin de l'ordre Jedi. C'est ça, celui qui... Et donc, même Yorek lui répond à Kylo que ce Jedi était un mess, c'est quoi, c'est-à-dire en anglais un bordel, un peu. Ouais. Il est pas bien dans sa tête, quoi. Et que plus loin de lui ils sont, et mieux mieux ils s'en porteront, quoi. Donc ça, j'ai de suite pensé à Elzar Mann, c'était rigolo d'avoir une petite mention indirecte comme ça. Et il y a aussi la mention de la comptine que la nurse chantait à Tai pendant qu'elle était Young Link, la fameuse. Effectivement, j'ai remarqué ça. Voilà. En fait, elle explique que ces histoires-là sont devenues des légendes et des histoires qu'on raconte aux plus jeunes pour leur faire peur. Là. Ouais, donc il y a encore cette mention-là. C'est comme ça qu'avait commencé l'enquête, justement, dans la fameuse BD là, qu'on avait bien aimée. Oui. Que tu as mentionné tout à l'heure, c'était Les Ombres. Trails of Shadow, ouais, c'est ça. Trails of Shadow, la piste des ombres. C'est ça. Donc moi j'aime bien qu'il y ait une petite mention comme ça, avec encore le past, encore les mentions de Eiram, Aerono, le trait de Jeddah, la bataille de Jeddah évidemment, vu que c'est une œuvre écrite par Mann. Donc donc ça c'était cool. Aussi il y avait aussi le maître Jedi, donc Zenith, tu sais, c'est celui qui se fait, ou celle pardon, c'est une femelle, qui se fait blesser là, lors du crash. C'est la race des Beasts et c'est ceux qui jouent de la flûte, tu sais, dans le New Hope là. Ouais, j'ai toujours aimé appeler les têtes de bite. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quoi. Et à cette époque-là, ce Jedi-là est membre du conseil. Donc voilà, c'est bon ça. Ah. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Et après, il y avait, oui, le passage, j'ai mis drôle entre guillemets, mais c'est quand le gars de la République, là, le mécano que tu disais, pense être en sécurité, c'est quand ils arrivent. Quand ils échappent aux pattes et qu'ils arrivent dans le hangar, ils voient donc ces œufs en pagaille et ils prennent les œufs pour des gemmes. Ouais. Et ça, c'est encore le même trope qu'avait sorti Sunshine au tout début de Pass of DC. Ouais. Il pensait que c'était une gemme et en fait, il avait donné ça. On comprend, là, c'est une facilité scénaristique, mais tu sais, ça reste qu'ils ont quand même tous les cristaux ont une taille et une forme de. C'est parce que ça va. Ça prend pas un doctorat là, en biologie là, pour comprendre que à moins que ce soit comme des œufs Fabergé, taillés exprès. Il y a des gemmes polies qui ressemblent à des œufs, c'est peut-être ça. Ouais. Et enfin, petite mention du lac Selay. Tu sais, comment il s'appelle? Kylo, c'est pas Kylo, c'est Kylo. Le droïde mentionne un axelé qu'il a envie de voir sur la planète où va Yorek. Et l'axelé, c'est l'espèce de gros monstre géant qu'on voit dans l'arène de Geonosis, tu sais. Ok, je me serais pas souvenu de la race. Un des trois, dans le fond. C'est quoi? Celui plus araignée, là? Ou voilà, exactement. C'est celui-là, avec cette espèce de pince là, c'est ça. C'était très, très cool. Bestiole très, très cool de l'univers de Star Wars.
Fait que c'est excellent. Écoute, merci Jean. Il nous reste à vous souhaiter là, sur ces très bonnes critiques là, une bonne lecture. C'est comme ça qu'on va conclure cet épisode de littérature. Comme toujours, on vous invite à vous abonner, aimer, partager, la cloche, les dons, etc. Vous payez les serveurs. Donc, et négligez pas toutes ces choses-là non plus pour le référencement. Ça fait une énorme différence pour la communauté. On vous invite aussi sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitter qui est devenu X, mais bref, venez nous dire ce que vous avez pensé de cette lecture-là et de la phase 2 de façon plus large. Là. Moi, je suis très curieux d'avoir vos différents avis. J'ai l'impression que, sans être clivant, les avis sont très partagés. Et dépendamment des œuvres aussi, là, pas toute la phase nécessairement. Donc voilà, prochaines émissions, on a pas mal de choses qui s'en viennent, mais là, comme c'est un épisode préenregistré, c'est dur à dire lequel va être, mais il va y avoir l'album de Yoda, côté comics, il va y avoir l'album Mandalorian, puis qu'on va peut-être joindre aussi avec un autre album là, d'adaptation de série télé. Puis côté roman, il va y avoir Crimson's Climb, là, qu'on annonce depuis quelques temps. Et là, tout bientôt, on aura aussi le prochain manga Leia, Princess of Alderaan, qu'on va critiquer aussi. Voilà. Oui, effectivement, vos épisodes manga, qu'il ne faut pas oublier. Puis il y a une adaptation d'un roman que j'avais adoré. Fait que j'ai très hâte de voir votre avis du manga, là, que je n'ai pas lu. Puis effectivement, tu mentionnes qu'on va être sur un réseau, là, que les gens vont apprécier mon sous-titre de vieux trentenaire aigri, là, parce que je ne connais pas du tout, mais c'est Blue Sky. J'ai pas la moindre idée c'est quoi. Mais bref, Star Wars en direct est déjà ou va bientôt être sur Blue Sky. Là. Donc, vous viendrez nous rejoindre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait sur ce réseau-là. C'est un petit peu le nouveau remplaçant de Twitter, là, vu que tout le monde s'échappe de Twitter, de X. Ok. C'est quoi l'histoire? X va devenir payant? J'ai pas trop les bails, j'ai pas de compte sur X. Aucune idée, j'ai toujours détesté Twitter, donc... Ah ben voilà, mais ce sera le nouveau Twitter. Bah écoute, ça serait l'occasion de s'y mettre, du coup. Peut-être, effectivement. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.